C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une deuxième séance de soulagement pour débuter cette semaine. Après la résolution du cas Crédit Suisse, avec les derniers développements sur le front de la crise des banques régionales aux États-Unis et Janet Yellen qui s'exprime à nouveau aujourd'hui, la secrétaire américaine au Trésor, qui semble indiquer que la situation sur le front des dépôts, et c'est le cœur du sujet pour les banques régionales américaines, est en train de se stabiliser. Elle précise toutefois qu'en cas d'aggravation de la crise, les autorités américaines sont prêtes à aller encore plus loin peut-être dans la garantie apportée aux déposants de ces banques régionales notamment. Deuxième séance de soulagement donc, qui se traduit par une remontée des indices actions en Europe notamment, puisque le CAC 40 est revenu au-delà du seuil des 7100 points, avec le secteur bancaire qui fait office de leader aujourd'hui. On notera également que la remontée des actions depuis hier est motivée par une baisse des obligations et une remontée des rendements obligataires, avec les séries de banques centrales qui vont s'exprimer dans les prochaines heures et les prochains jours, à commencer par la Réserve fédérale américaine qui entre en piste aujourd'hui pour sa réunion de 2 jours qui conduira à une décision de politique monétaire demain soir. Le marché, à ce stade, ne semble pas totalement contre l'idée d'une nouvelle hausse de taux de 25 points de base. La Fed qui sera également attendue sur les conséquences de la crise bancaire, sur la trajectoire macroéconomique future pour l'économie américaine et donc sur la trajectoire future de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Voilà pour les éléments du jour. Nous reviendrons très largement sur les enseignements de cette crise bancaire, que ce soit la résolution de Crédit Suisse ou la crise des banques régionales. Quelles sont les premières leçons à tirer de cette crise bancaire 15 ans après la chute de Lehman Brothers? Nous en parlerons avec nos invités en plateau, et invité spécial qui sera avec nous en visioconférence dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, c'est Thierry Philippona, qui a une longue carrière au sein de différentes autorités de régulation, de supervision nationale ou internationale. Il est aujourd'hui chef économiste de Finance Watch, une ONG qui vise justement à participer activement au débat public sur ces questions de régulation et de supervision bancaire. Thierry Philippona sera avec nous en visioconférence donc à 17h45 ce soir en direct. Mais d'abord, les infos clés de marché, tendance mon ami, chaque soir avec vous Alix Nguyen, en direct à 17h dans Smart Bourse, avec une deuxième séance de soulagement pour les investisseurs et pour les actifs risqués. Le soulagement a commencé hier et se poursuit aujourd'hui avec une nouvelle séance positive pour les indices actions en Europe et pour le CAC 40 à Paris. Et oui, le sauvetage de Crédit Suisse cumulé aux clarifications des autorités financières ont fait retomber la tension. Dernière en date, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré ce mardi que le gouvernement américain se tient prêt à renforcer les garanties sur les dépôts bancaires, notamment si nécessaire ceux des banques régionales. Accalmie boursière pour les banques donc, alors que la Fed fera ses annonces demain au terme d'une réunion de 2 jours. Au niveau européen, les 19 indices sectoriels Stoxx 600 sont dans le vert. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt allemand à 2 ans et de son équivalent américain se tend. À New York, First Republic Bank bondit. D'après le Wall Street Journal, le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, travaille toujours sur un nouveau plan pour aider First Republic Bank, dont, pour rappel, le titre a plongé de 90% depuis début mars. Sur le front des dossiers spécifiques qui font l'actualité aujourd'hui à la Bourse de Paris, on notera que le titre Alstom signe l'une des meilleures performances du jour. Oui, au plus haut de la séance, ces actions ont gagné jusqu'à 5% après une chute de 13% la semaine dernière, et ce grâce à Deutsche Bank qui confirme que le constructeur présente un gros potentiel d'appréciation. Le secteur automobile est lui aussi convoité après l'annonce d'une hausse d'11,5% sur un an des immatriculations de voitures neuves en février dans l'Union européenne, soit la 7e consécutive. Renault monte, Stellantis, Faurecia et Valeo aussi. Le titre de Sopra Steria
Steria recule après avoir récemment annoncé l'embauche de 4400 personnes en France. L'entreprise révèle désormais vouloir racheter son concurrent néerlandais Ordina. Sopra Steria va donc lancer une OPA amicale sur l'ensemble des actions d'Ordina cotées à Amsterdam. L'accord valorise Ordina environ 518 millions d'euros. Ordina dont le titre bondit. Et puis on remarque enfin la forte hausse de Total Energy dans le sillage du rebond des cours du pétrole. Et puis, pour finir, Alix, on notera que la Cour suprême des États-Unis examine son tout premier litige relatif aux cryptos. Oui, elle entendra pour la première fois deux parties qui s'opposent dans le cadre d'un litige relatif aux crypto-monnaies. Coinbase a en effet saisi l'institution pour faire appel d'une décision prononcée par un tribunal fédéral. Il s'agira pour la Cour suprême de décider de la façon dont doivent être traités les litiges qui opposent Coinbase et ses clients. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché en direct avec Alix Nguyen à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et tirer peut-être les premières leçons de cette crise bancaire. C'est évidemment le sujet qui reste à la une en ce début de semaine. Olivier Ringard est avec nous, le directeur des investissements de Neuflize OBC. Bonsoir et bienvenue Olivier. Bonsoir. À vos côtés, Alain Pitous, Senior Advisor ESG. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci d'être là. Et Véronique Riche-Flores qui est avec nous également en plateau. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Vous êtes économiste indépendante et présidente de RF Research. Commentaire libre, hein. Je ne veux pas brider les commentaires ou les analyses que vous pouvez avoir les uns et les autres en première intention. La question, Alain, peut-être étant de savoir déjà à ce stade, après 2 jours de séance de soulagement, entre la résolution définitive, on l'espère, du maillon bancaire le plus faible d'Europe, à savoir Crédit Suisse, et l'attention très forte portée par les autorités américaines à la crise bancaire régionale, à la crise des dépôts qui a frappé ces derniers jours un certain nombre de banques régionales aux États-Unis. Est-ce qu'on est dans une situation qui semble gérée, gérable, en cours de résolution? Choisissez lequel. Ou. Non, mais si. L'autre option, c'est est-ce qu'on est encore dans une situation où tout peut encore partir dans le décor? Je crois que le message envoyé, il est rassurant quand même. C'est-à-dire que toutes les autorités du monde entier se sont penchées sur les banques en difficulté. Alors, ils ont agi un peu avant que ça finisse vraiment très mal sur Crédit Suisse. On s'est donné du temps, c'est-à-dire encore une fois, c'est-à-dire que je pense que effectivement vous évoquiez dans l'ouverture, on est 15 ans après la crise de 2008 et on se retrouve encore un week-end à se demander ce qui va se passer lundi, avec des banques centrales qui à 22h envoient un message pour dire qu'elles vont injecter plein de liquidités. Et c'est en réalité ça qui calme tout, quoi, en fait, hein, parce que ça redonne du mou par rapport à ça. Mais moi je trouve qu'il y a plein de questions qui se posent, c'est-à-dire que on avait on avait mis en place de la régulation en 2008. Là, on résout quelque chose un peu en urgence en mettant de la liquidité, mais on crée plein de questionnements à venir. Je pense que il y a déjà le cas Crédit Suisse qui est loin d'être réglé, hein, parce qu'il va y avoir plein de litiges entre les obligations non remboursées. Ça va discuter et ça va mettre des procès. Vraiment beaucoup de procès, parce que est-ce que c'est la hiérarchie normale? On l'évoquait en plaisantant, les bonus, puis les actionnaires, puis les obligataires. Bon, ça fait un peu de mal quand même, hein. Donc je pense qu'il y a ça. Et puis il y a l'intégration de Crédit Suisse, comment ils vont faire. Ça, oui. On est parti sur 2 ans de palabres, oui. avec, et quand je dis 2 ans, c'est si c'est géré de main de maître, ce qui est quand même pas facile. C'est vraiment une intégration dans la douleur qui va être extrêmement difficile. Après, il y a, je trouve, un élément qui est passé un peu comme ça rapidement, c'est la garantie des dépôts fait par les Américains, et on tamponne ce truc-là. Et je trouve que ça change totalement le business de la banque. Pour moi, c'est une révolution totale. Et alors, ils disent que ça va être temporaire, mais bon... Après tout, pourquoi ça serait temporaire? Enfin, il y a plein de choses qui étaient temporaires en 2008 qui sont devenues des normes de travail. Mais ça change totalement la façon de travailler.
Parce que en fait, l'État va dire si vous faites n'importe quoi sur votre allocation actif-passif, les dépôts sont plus garantis. Donc quand les gens vont savoir ça, ils vont sortir. Enfin bon, c'est un truc qui est quand même très tordu. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les États vont dire on donne une garantie à cette banque-là parce que elle a une bonne allocation actif-passif. Mais quand vous avez garanti les dépôts, que vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez quand vous êtes une banque et quand on vous donne l'allocation pour limiter le risque. Vous êtes quoi ? Vous êtes la caisse d'épargne, quoi. Enfin, c'est pas grave. Moi, j'ai pas de. C'est une nationalisation implicite qui dit pas son nom. La Fed apporte la liquidité aux banques qui en ont besoin. Elle garantit. Oui. Universellement les dépôts des banques qui en ont besoin. C'est ça. Et qu'est-ce qui reste ensuite avant que la nationalisation soit plus explicite ? Les stratégies bancaires dans ce contexte-là, elles vont quand même avoir une drôle de tête. Donc je pense que ce truc-là est quand même totalement baroque, quoi, en fait. Bon, puis après, ça veut dire aussi que c'est quand même un business model qui est extrêmement fragile. Je regardais, parce que à la fin, on ne se rappelle plus, mais les résultats de la BNP, c'est le 7 février, ils étaient excellentissimes. Et 15 jours après, on se demande si la boîte va continuer. Les résultats vont encore être bons, mais bien sûr, Alain. Bien sûr. D'accord. Non, mais c'est complètement fou. Même Deutsche Bank, troisième trimestre 2022, réalise le meilleur trimestre de toute son histoire. Signe que même une banque comme Deutsche Bank peut à un moment retrouver un peu de traction opérationnelle, quoi. Donc, vous voyez, le curseur, il peut descendre très très vite à une situation terrible, quoi. Et puis après, il y a un autre élément, enfin ça on le sait tous, mais c'est que une entreprise automobile japonaise fait faillite. C'est embêtant pour eux, mais ça ne change pas grand-chose sur le business des entreprises automobiles à travers le monde. Le business de la banque, il n'est pas comme ça. Et puis, dernier point, et ça, je trouve que c'est plutôt bon par rapport à ce qui moi, c'est le truc qui m'intéresse le plus, c'est la défense du climat, on va dire, enfin, si on peut encore espérer qu'il se passe quelque chose. Mais avec le couteau ou le pistolet sur la tempe, les banques centrales agissent très 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 vite, très 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 fort. Et il y a une grande différence par rapport à 2008. Oui, il s'était écoulé entre le bank run Northern Rock, automne 2007, faillite de Bear Stearns, mars 2008, je crois. Déjà 6 mois de décalage et encore 6 mois entre la faillite de Bear Stearns et la faillite de Lehman Brothers. Ce qui se passe, c'est que les banques centrales savent plus ce qui se passe dans les bilans qu'en 2007-2008. Et donc cette coordination, elle est quand même extrêmement forte et c'est pas anecdotique, tout se fait en dollars. Donc les autres devises, oubliez tout, quoi. Non, mais on résout pas les problèmes avec le yen ou avec l'euro ou je sais pas quoi. On revient un peu back to basics. Et la coordination mondiale se fait avec ceux qui ont les chars. Mais c'est pareil là. 10 jours à peine de crise bancaire et on a déjà une action coordonnée des 6 banques centrales majeures qu'il avait fallu attendre pendant des mois à travers 2007-2008. Mais il s'évite des palabres. Mais on gagne du temps parce que tous les problèmes que j'évoque, il y en a peut-être d'autres qui sont pas résolus. Il y a 15 000 banques aux États-Unis, un truc comme ça. Enfin, c'est complètement fou. Il y a beaucoup trop de banques. C'est un business qui sert à rien, tout ça. Mais justement, il y a peut-être un nouveau monde bancaire qui est en train de démarrer à partir de ce mois de mars 2023. Et puis juste finir, excusez-moi, pour ça, c'est que ce qui est fou, c'est qu'on est en 2023 et les solutions qu'on a pour régler les problèmes bancaires, c'est toujours les mêmes. On n'a absolument rien changé. Il faut remettre de la liquidité, soutenir avec de l'aide publique et puis dépecer et puis voilà, quoi. Il n'y a rien, quoi. Oui, mais c'est la... Ah bah oui, d'accord, mais il n'y a rien. Non, mais il n'y a aucune innovation de quoi que ce soit. Enfin, c'est un business. Qu'est-ce qu'il y a comme innovation dans la banque depuis 15 ans ? Apporter de la liquidité, c'est la base du job des banques centrales dans la manière dont elles gèrent le risque de stabilité financière. C'est pas, on va pas faire une révolution permanente sur la manière d'opérer des banques centrales. Oui, d'accord, mais ça veut bien dire que c'est quand même une institution publique qui a un impact sur notre vie quotidienne, qui finance des entreprises privées. C'est ce que je vous dis. On va payer à la fin. C'est qui va payer tout ce bordel ? C'est ça aussi la question qu'on peut se poser, quoi. Là, pour l'instant, le narratif politique américain, c'est de dire... il n'y a pas d'argent du contribuable. Et c'est même d'ailleurs des acteurs bancaires autour de l'emblématique Jamie Dimon, JP Morgan, qui se mobilisent entre eux. Mais c'est faux, vous le savez bien. Ah oui. Oui, parce que l'argent, il va générer de l'inflation, donc ça va être payé par le pauvre gars dans le Minnesota et dans le Michigan. C'est évident, quoi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? L'inflation, c'est pas JP Morgan qu'on souffre. La preuve, regardez ses résultats. Olivier, est-ce que vous êtes plus rassuré aujourd'hui, là, en ce mardi 21 mars, que vous ne l'étiez peut-être vendredi soir ou il y a une semaine ? Non, je pense on va retenir 3 choses rassurantes de notre côté. La première,
c'est que les autorités de tutelle ont appris de 2008, donc disposent d'outils pour réagir. Le deuxième élément, c'est qu'ils ont les réflexes également. D'où la rapidité de l'action menée par la Fed, la FDIC, la FINMA et la Banque nationale suisse. Le troisième élément, c'est que on s'est aperçu dans les tensions qu'on a eues sur le système bancaire européen et sur Crédit Suisse en particulier, que ces tensions ne se propageaient pas nécessairement au reste du secteur bancaire. Quand vous observiez par exemple les CDS Crédit Suisse contre les CDS bancaires européens, vous aviez une déconnexion très très claire. Évidemment, elle était facile puisqu'il y avait des fortes tensions sur le CDS de Crédit Suisse, mais il y avait une déconnexion qui était différente de ce que pouvait observer en 2011-2012 ou en 2008. Ce qui signifie que les investisseurs considéraient que le secteur bancaire européen dans son ensemble pouvait absorber un choc Crédit Suisse, ce qui est une bonne nouvelle également, puisque ça montre que la régulation qui a été mise en place au cours de ces dernières années a permis de renforcer la stabilité bancaire, en particulier en Europe. Il n'y a pas d'assèchement du marché interbancaire non plus. C'était des phénomènes qu'on observait en 2008. Il n'y a pas cette défiance généralisée entre banques. Elles se connaissent et elles continuent de se faire confiance. Donc ça, c'est quand même rassurant et ça montre qu'on a appris de 2008 et que le système, en moyenne, s'est plutôt renforcé. Après, il y a quelques points d'attention. Le point d'attention que vous souleviez sur la résolution du cas Crédit Suisse, l'ordre de priorité, on verra bien ce qu'il en ressortira. On a du côté des banques régionales américaines tout de même un sujet potentiellement de régulation, la manière dont elles ont été surveillées par les autorités de tutelle, et peut-être que là, la régulation était insuffisante. Et puis la troisième question qui est plus fondamentale pour nos perspectives économiques, c'est de savoir quel va être l'impact du choc que l'on a sur les perspectives économiques pour les prochains mois et les prochains trimestres. Et c'est là où Véronique Reiff-Flores intervient. Véronique, je ne sais pas si on peut répondre définitivement à cette question à ce stade, mais comment aujourd'hui on essaye de répondre à la question de savoir si ce choc bancaire, ce choc de confiance supplémentaire qui vient s'ajouter à une situation qui était déjà mouvante, on ne va pas se leurrer évidemment, Véronique, est-ce que ça peut encore, avec les interventions dont on discute, des banques centrales, des autorités de régulation, la vitesse de réaction, est-ce que ça peut encore rester anecdotique sur le plan macroéconomique ou est-ce que ça a déjà changé la donne en profondeur ? Alors, tout va dépendre effectivement des développements dans les semaines à venir. Je partage assez les avis qui ont été émis, c'est-à-dire qu'on a tous été stupéfaits par la rapidité, à la fois des autorités, mais pas seulement, les grandes banques, qui étaient et qui ont fait partie des dispositifs de sauvetage immédiatement. Ces gens-là ont tous connu 2008. Non, mais je pense que ça compte aussi beaucoup. 2008, ils ont tous été aux affaires en 2008. Ils sont, tous, je pense, assez conscients également des risques systémiques, parce qu'ils existent, ceux-là, et de ce sur quoi on est globalement assis. Et donc, effectivement, si on ajoute les actions des autorités et des établissements privés, etc., on a l'impression... Il y a eu beaucoup de choses faites. Il y a une ligne de défense solide. Il y a une ligne de défense solide, il y a les liquidités sont là, et je pense qu'effectivement, le meilleur indicateur, c'est que les taux interbancaires ne sont pas tendus, il n'y a pas de problème de défiance, etc. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on est vraiment avancé ? Moi, fondamentalement, j'ai l'impression que c'est le type de problème qui va être récurrent, parce que, dette mondiale, 350% du PIB mondial. Que de facto, l'exercice de normalisation des conditions monétaires qui n'est pas tout à fait terminé, qui pour l'instant peut être mis entre parenthèses combien de jours, combien de semaines, combien de mois. Je crains qu'on n'ait que des jours en fait devant nous avant que le sujet revienne sur la table, et que de fait on a rajouté des liquidités. On avait à peine réussi à infléchir la tendance du taux de liquidité mondiale, que ça repart bien évidemment. L'Asie avait déjà contribué il y a quelques semaines, et là c'est reparti avec les États-Unis. Donc finalement on est toujours face à un dilemme, inflation versus stock de dette et financiarisation de l'économie, donc des risques permanents. Est-ce que pour autant
Aujourd'hui, on redoute un effet boomerang sur l'économie immédiat. Je dirais que si la crise est circonscrite, si on a raison, que le marché, comme il le fait depuis 24 heures, se reprend, probablement que les effets de bord resteront des effets de bord. Attention, je reste quand même prudente à l'égard de tout ce qui concerne le financement des entreprises et notamment des start-up, et pas loin de la thématique ESG, etc., de l'immobilier bien évidemment. On a quand même dans l'idée que les banques globalement sont très exposées au marché immobilier et là aussi un peu plus les banques européennes que sur les autres types de crédits ou d'actifs. Et donc ça peut complexifier le financement ou rendre plus tendu le financement des entreprises dans des conditions économiques qui sont qui sont pas celles qui sont un petit peu meilleures, mais qui restent tendues et sur lesquelles desquelles on attend notamment sur le plan des résultats des entreprises, des choses un petit peu moins sympathiques qu'il y a quelques trimestres. Donc tout ceci, mais pas d'effet probablement sur l'offre de crédit aux ménages. Par contre, ce qu'on a constaté ces dernières semaines, c'est que l'offre de crédit commence, ou la demande, les tendances de crédit bancaire commencent à s'infléchir. Donc, ça arrive un peu au mauvais moment, parce qu'effectivement, ça risque de complexifier la donne. Mais à ce stade-là, moi, je ne suis pas outre mesure inquiète sur les conséquences immédiates économiques. La question, elle est à plus long terme, à plus moyen terme. Enfin, on ne sait même pas, d'ailleurs, c'est du moyen, de l'après-demain. Mais c'est cette question, comment on gère cet environnement extrêmement complexe. Un point qu'il faut quand même éclaircir, Véronique, c'est il y a l'idée que les banques centrales entrent dans une phase où elles vont devoir mener de front le durcissement des conditions monétaires face à une inflation qui n'a pas disparu, loin de là, et qui ne disparaîtra pas peut-être simplement avec les événements bancaires qu'on a connus ces derniers jours, tout en gérant des épisodes peut-être de plus en plus récurrents, de plus en plus fréquents de poches de stress financière ou bancaire. Qui pourrait nous propulser face à un risque de déflation en quelques semaines. L'exemple de la Banque d'Angleterre en octobre est assez emblématique et je crois comprendre que pour des banques comme la BCE ou la Fed, ça reste à ce stade le playbook qu'elles ont envie de suivre. C'est-à-dire que la BOE a fait face en octobre à une crise qui était, potentiellement beaucoup plus systémique que la question de 3 startups dans la Silicon Valley. Ils ont réussi à gérer la question de la liquidité pendant quelques jours avant de pouvoir reprendre la course contre l'inflation, en continuant de monter les taux dans une certaine mesure et en reprenant le deleveraging du bilan et les ventes d'actifs. Ils vendent leurs actifs, la BOE, je le rappelle. Ça a été, de ce point de vue-là, une réussite. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on arrive à dupliquer, à se rassurer en se disant voilà, ça marchait dans ce cas-là et finalement, les banques centrales, on pourrait dire d'ailleurs, n'ont pas trop le choix que de procéder de la sorte. Est-ce que ça marche à tous les coups ? À quel moment on risque d'avoir un gros coup de stress ou potentiellement un coup de stress un peu plus gros qu'aujourd'hui encore ? Je ne sais pas le dire. Je ne suis pas sûre qu'on puisse le dire à la vérité. Olivier, comme on a regardé peut-être d'un peu plus près l'importance du secteur des banques régionales aux États-Unis, la participation de ces banques au fonctionnement de l'économie auprès des ménages, auprès des entreprises, auprès du marché immobilier, de l'investissement immobilier américain. Beaucoup d'investisseurs ont les yeux rivés désormais sur ce qu'on appelle le commercial real estate aux États-Unis, qui est un marché de 20 trillions de dollars. Encore une fois, n'en déplaise aux startups, c'est pas le cas de quelques startups dont on parle là. Oui, tout à fait. Nous, ce qui nous pose question quand même, c'est le fait qu'on avait un durcissement des conditions financières qui était en cours. On avait des banques qui étaient en train d'indiquer qu'elles durcissaient les conditions d'octroi du crédit. Vous avez maintenant des banques, en particulier les banques régionales américaines, qui sont confrontées à une augmentation de leur coût de financement. À partir de là, quelle peut être la prochaine étape ? Logiquement, ces banques vont continuer à durcir les conditions d'octroi de crédit. Donc, elles vont impacter les entreprises et les consommateurs. Donc, se pose naturellement la question de savoir comment sont exposées ces banques régionales et quel est leur rôle dans le financement de l'économie américaine. Ce que l'on observe sur le financement intermédiaire, c'est que les banques régionales contribuent à hauteur de plus de 40% sur les prêts commerciaux et industriels et sur les prêts à la consommation.
contribue à 80% sur les prêts, sur les investissements résidentiels. Et je crois que c'est plus de 30 à 40% sur les prêts sur l'investissement résidentiel. Donc dès lors que vous avez cette machine qui est quand même sous tension, avec des coûts de financement qui sont en train de se durcir, naturellement, sa capacité à prêter est en train de se détériorer et ça va logiquement générer un effet de second tour sur ces acteurs, donc consommateurs, entreprises, investissements. Et c'est ça, nous, qui nous pose question pour les prochains mois et les prochains trimestres, et cet impact sur, in fine, l'économie américaine. Et ça, c'est quelque chose qui va... ce sont des paramètres qui vont avoir une influence de plus en plus importante dans la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine ? C'est une question que les investisseurs se posent déjà depuis quelques mois. Jusqu'où va aller la Banque centrale américaine alors que les conditions financières sont déjà en train de se durcir, alors que l'inflation donne tout de même des signes de ralentissement, alors pas aussi rapide que escompté. Et cette question, elle était déjà prégnante, si je puis dire. Et elle va effectivement être très importante au cours de ces prochains mois. Ce qui est possible, la manière dont nous, on considère la réponse de la Banque centrale américaine, c'est qu'à court terme, donc demain, elle va augmenter encore son taux directeur de 25 points de base, tout en évidemment communiquant allègrement sur le fait qu'elle surveille les conditions financières. Et on imagine qu'à la fin de l'année 2023, cette Banque centrale américaine soit contrainte de rebaisser ces taux face à une détérioration de la situation économique assez sensible aux États-Unis. Mais d'une certaine manière, on revient à un scénario qu'on pouvait avoir en tête il y a quelques mois peut-être, l'idée du fameux pivot. Alors la question du timing était une question discutée, mais cette idée-là, elle était dominante il y a encore quelques mois. Elle était dominante au bémol près que le pivot était escompté par rapport au comportement de l'inflation. Certes. Principalement. Et là, c'est pour une question de stabilité financière que ce pivot interviendra. Et que nous, le pivot, on l'imagine par rapport, pas à une problématique de stabilité financière, mais par rapport à une problématique de ralentissement assez prononcé d'économie américaine. D'accord. Problématique de croissance. Donc de récession. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, mais l'horizon a varié. On a reporté la récession dans le temps. Là, sans doute que cet horizon se raccourcit à nouveau un petit peu. En tout cas, les investisseurs vont suivre de très près les statistiques économiques de ces prochains mois aux États-Unis, ce qu'ils avaient eu plutôt tendance à évacuer en début d'année. Rappelons-nous qu'on était dans le scénario du no landing en début d'année et qu'on est en train de reparler un peu de hard landing. Donc voilà, un environnement qui est assez mouvant. Oui. Les données changent, les scénarios changent, comme on dit. Alain, vos commentaires. Moi, un truc qui m'a marqué depuis le choc SVB, c'est la vitesse à laquelle un risque de réputation peut se matérialiser aujourd'hui. Très différent là aussi de 2008. Ouais. On a tous en tête encore, enfin ceux de la génération autour de la table. Non mais Northern Rock, encore une fois, le bank run, des images que moi en tout cas de ma génération, je n'avais jamais vues dans une économie britannique. On le rappelle, des files d'attente pendant des heures, des jours, des semaines pour retirer le dernier penny de son compte bancaire. Aujourd'hui, en 2 heures, c'est réglé. Ah oui. Non, mais c'est effectivement, il y a eu les deux éléments. Il y a eu SVB et puis il y a eu aussi finalement Crédit Suisse parce que c'est une déclaration, on va dire un peu malheureuse d'un actionnaire qui a. C'est la défense du président de Crédit Suisse, Axel Lehmann, de dire à un moment, il y a l'effet réseaux sociaux, Twitter s'emballe et too much is too much. Oui, alors bon, ça arrivait. Ça n'enlève rien aux errances de Crédit Suisse accumulées depuis des années. Hein, ce qu'on va dire, c'est qu'ils étaient peut-être partis sur une situation qui était peut-être plus aussi mauvaise que ça, et on commençait à avoir un bout, bout du loin, là, bout du tunnel. Il y avait un plan. Voilà, il y avait un plan, et il leur fallait 3 ans. Bon, ils ont eu 3 heures. Bon, c'est pas de chance, quoi. Mais je pense que le point le plus important, c'est ce que disait Véronique tout à l'heure, c'est la gestion du bilan, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les taux. Donc les taux montent et en fait je pense qu'une économie peut, si ça se fait progressivement, là c'était un peu violent, mais quand ça se fait relativement de manière on va dire prévisible, l'économie peut gérer. Si vous avez un business plan devant vous, quand vous êtes entrepreneur,
0,50 de différence sur les taux d'intérêt, ça vous embête, mais à partir du moment où vous avez l'argent pour le faire, si vous êtes confiant dans votre business model, vous pensez que vous allez pouvoir largement payer ça. Mais quand il n'y a plus de liquidité, la situation s'arrête très très vite dans plein de business, quoi. Donc, et on le voit, et c'est ça qui est, je trouve, terrible, c'est qu'on a mis, je crois, 9 mois pour baisser le bilan de 600 milliards, et on a mis 9 heures pour remettre 300 milliards dans la... Mais il ne faut pas aller chercher plus loin la hausse des marchés. C'est très bovin, les marchés. Vous ouvrez le robinet à fond, et c'est la fête, quoi, parce que voilà, il y a un phénomène d'entraînement. Même si l'intention de la Fed est différente de celle d'un quantitative easing, les résultats sont les mêmes, c'est le gonflement du bilan, avec tous les impacts que ça peut avoir sur les marchés d'actifs. Le bilan n'a pas d'odeur. Oui, non, mais c'est ça. Quelle que soit la raison de l'augmentation du bilan, c'est pas les investisseurs s'intéressent pas, s'embarrassent pas de ce genre de détails. Alors, je sais plus qui fait ça, c'est Holger Schellspich, je sais pas comment on prononce son nom, journaliste allemand, oui. Un économiste allemand qui fait pas mal de tweets que je trouve souvent assez intéressants. Et régulièrement, il met en parallèle le bilan de la Banque centrale et le S&P 500. Oui. Et ça fait un peu peur. Oui, mais on peut le faire avec la croissance des résultats, on peut le faire avec plein de choses aussi, ce graphe qu'on a tous en tête. Ouais, mais enfin, bizarrement, non, mais ça marche. Oui, mais causation is not correlation is not causation, comme on dit. À force, on se dit quand même, ça peut-être avoir un peu de sens. Donc, non, mais c'est la gestion, et c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'ils vont gérer les taux, donc apparemment, on va peut-être s'arrêter là. Puis après, on va gérer le bilan, parce qu'on ne peut pas rester avec un bilan comme ça. Encore une fois, c'est ce bilan-là qui fait l'inflation, quoi. À ce stade, j'ai l'impression que c'est l'inflation qui va défaire le bilan, peut-être. Ouais. Souvent, on dit logique d'investisseur. Hein. Quand les banques centrales paniquent, c'est le moment où il faut acheter les yeux fermés. Là, j'ai l'impression que certains se disent qu'elles sont en train de paniquer, et en même temps, elles ne veulent pas être indifférentes à la situation, mais elles ne veulent pas non plus montrer trop de panique par rapport à la situation. Ouais. Sauf que la panique, elle est arrivée très vite. C'est le coup de bluff. Enfin, j'ai tendance à le qualifier comme ça. C'est pas. Mais pour moi, c'est le coup de bluff de la BCE. En tout cas, c'est l'interprétation qu'on a eu le marché. Bon. Alors, je vous vois venir. C'est bon, et la Fed. Même est-ce que la Fed va suivre le même exercice d'une certaine manière, essayer de montrer qu'elle n'est pas indifférente sans donner l'impression qu'elle panique totalement? Fondamentalement, moi, j'ai du mal. J'ai du mal même à retenir 25 points de base, compte tenu de l'historique de la Fed, compte tenu du stress quand même de ces derniers jours, même tout récemment, jusqu'à hier soir quand même. First Republic, c'était quand même pas génial. Oui. Et compte tenu de plusieurs éléments, finalement, c'est pas l'inflation, elle est là. Enfin, elle est là. L'inflation sous-jacente, elle a même plutôt a priori réaccéléré. Elle n'est pas bonne. Donc, c'est pas bon. Mais risque inflationniste face à risque d'une crise financière, il n'y a pas photo. L'urgence, elle est financière, bancaire avant tout. Donc, on met ça. La difficulté, c'est de rassurer. La problématique inflationniste, elle est politique. Il y a bientôt des élections au tournant. Donc, il faut avoir cette espèce de double langage. Oui. Alors, le langage bluff, c'est... On a tout fait pour sauver les banques. Regardez, tout ce qu'on fait, on est rassuré. On peut continuer avec 25 points de base. Voilà. Moi, j'ai du mal à adhérer. Mais je peux me tromper, je me suis bien trompée sur la BCE. Donc, j'ai plutôt... Il n'y a pas de décision idéale, j'ai l'impression. Parce qu'on a eu des petits warnings quand même économiques, parce que la croissance du crédit ralentit, parce que la confiance du consommateur quand même, c'était pas très jojo, c'était déjà pas très haut, mais c'est retombé à nouveau là, vendredi dernier. En fait, il reste un problème essentiel, c'est l'immobilier. Oui. C'est l'immobilier qui répond à la baisse des taux. Mais finalement, même si elle fait 25 points de base, ça va changer quelque chose sur les taux de financement hypothécaire et sur la partie longue de la courbe. Je ne suis pas sûre. Ça peut même avoir l'effet inverse que celui recherché. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que la Fed a les moyens de dire on est data dependent. Ils l'ont toujours dit. Et on pourrait rajouter event dependent. Bien sûr. Donc aujourd'hui, il s'est passé ça. On a fait beaucoup. Ça ne remet pas en cause
notre politique de lutte contre l'inflation. Peut-être qu'on sera amené à durcir même plus que ce qu'on avait imaginé notre politique monétaire, mais pour l'instant... D'accord. Attendons la réunion suivante. Oui. Attendons la réunion suivante. Alors, je ne dis pas que c'est facile et c'est pour ça qu'on est tous tentés de se dire, si on était à leur place, on ferait 25 points de base, et puis voilà. Je pense que c'est plus complexe dans le cas des États-Unis, de la situation financière et des risques financiers. Ouais. Et c'était là aussi la difficulté de la BCE la semaine dernière, c'est-à-dire le calendrier fâcheux qui obligeait la BCE à s'exprimer sur la politique monétaire en pleine crise bancaire, sans savoir si la situation suisse allait être résolue, comment, etc. Et il fallait quand même prendre cette décision. Dur. Sur le plan de l'investissement, qu'est-ce qui anime la réflexion aujourd'hui, Olivier? Et déjà, à commencer peut-être par le cas d'investissement des banques européennes, avec des niveaux de valorisation. Alors, évidemment, on comprend avec ce qui s'est passé, qu'ils sont revenus quand même à des niveaux assez faibles, qui correspondent à des niveaux de crise en termes de valorisation du secteur bancaire aujourd'hui en Europe. Alors, je vais terminer par les banques. Oui. Et je vais commencer par l'idée centrale, ou l'idée maîtresse pour nous, c'est celle qui est la suivante. Vous avez des banques centrales, et en particulier la Banque centrale américaine, qui a durci de manière extrêmement forte les conditions financières. Et quand vous prenez un graphique qui vous montre l'évolution des Fed Funds de 1970 jusqu'à nos jours, vous apercevez que lorsqu'il y a une remontée assez significative, il y a potentiellement un accident financier. Et cet accident financier peut souvent, pas toujours, générer une récession. Ça, c'est l'idée maîtresse que l'on avait pour le début de cette année. En conséquence de quoi, on pense que le risque de récession, il reste présent, en particulier pour l'économie américaine. Compte tenu de ce scénario, notre analyse a été de se dire que les obligations, avec la remontée des taux que l'on avait observée, en particulier les obligations d'État, pouvaient rejouer le rôle de diversification dans un portefeuille. C'est ce qu'on a observé au cours de ces derniers jours, et ce qui est une bonne nouvelle par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, on a remonté le poids des obligations de telle manière qu'aujourd'hui, on est à peu près neutre sur cette classe d'actifs. Sur les actions, on a deux forces qui s'opposent. Quand vous regardez les valorisations absolues, ce n'est pas très tendu, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça peut générer des bonnes surprises, à l'image de ce qui s'est passé sur les marchés européens en début d'année, qui ont caracolé, puisqu'ils sont partis d'un niveau de valorisation très très bas. Ce qui signifie que dès lors que vous avez une bonne nouvelle sur un actif qui est, on va dire, significativement en dessous de sa moyenne de valorisation, ça peut générer des mouvements haussiers assez importants. Mais en face de cela, on a la dynamique de croissance des résultats des entreprises qui va sans doute se détériorer. Pour notre part, on n'escompte pas 0% de croissance des résultats des entreprises, on escompte plutôt moins 10 à moins 15%. Ce qui signifie que vous allez avoir ces deux forces qui vont s'opposer. Et donc, on est plutôt dans un scénario de grand trading range sur les marchés d'actions. Et compte tenu du fait qu'on est plutôt élevé sur les marchés d'actions européens, on considère qu'il y a plutôt un risque baissier pour les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, on reste sous-pondéré sur la classe d'actifs actions. Et au sein des secteurs, on est très diversifié avec un petit biais défensif, puisqu'on privilégie par exemple le secteur de la santé. On s'est interrogé sur le secteur bancaire, à savoir si on était neutre sur le secteur bancaire, on se demandait s'il fallait revenir à une surpondération compte tenu du narratif que l'on entendait, la résilience plus élevés, des résultats qui sont très bons, etc., etc. On s'est vraiment posé la question et on a préféré rester neutre sur les bancaires, considérant que notre scénario économique était celui d'une détérioration qui allait in fine peser sur la profitabilité des banques. Pour l'instant, on reste à cet état d'analyse et on considère que les banques, certes, sont attractives en termes de valorisation de nouveau, mais doivent faire face d'abord probablement à une dégradation de l'environnement économique et potentiellement à davantage de réglementation un peu plus tard. Alain, sur la logique d'investissement, et c'est vrai que l'année et la fin d'année a été marquée quand même par des marchés très cycliques, dominés par la thématique cyclique. Oui. Ça a un peu changé. Ouais, ça a un petit peu changé, je trouve. Et alors, je ferai plus caricatural parce que j'ai moins de portefeuille avec clients à défendre, donc je suis plus tranquille par rapport. Je peux me donner des benchmarks plus facilement. Moi, j'éviterais pétrolière et banque. Alors, les banques, enfin, moi, c'est un truc, c'est dead money pour des années, donc j'en veux pas dans mes portefeuilles. Je conseille absolument pas ça. Tout ce qui est fausse croissance, c'est-à-dire que des valeurs qui se payent comme des valeurs de croissance, mais qui affichent des croissances à 5-8%. Alors c'est très bien. Je dis pas que c'est
les entreprises qui font ça, c'est parfait, mais ça ne peut pas se payer comme des boîtes de tech qui font 30 ou 40%. Donc c'est quoi la conso de base? D'accord. Les Nestlé, Unilever. Il faut regarder tous les résultats en détail, mais il y a des boîtes qui annoncent quand même des résultats, des perspectives de croissance à 5-6%, et elles se payent 25 fois, 30 fois. C'est cher, je trouve, quand même. Donc il y a ça. Les entreprises endettées, parce que je pense qu'à un moment donné, ça va être un énorme problème. Et puis, je ne peux pas m'empêcher les boîtes mal gouvernées. C'est-à-dire que quand il y a le moindre doute de gouvernance, un beau jour, ça se fait attraper par la patrouille d'une manière ou d'une autre. Et ça fait très, très mal. Enfin, c'est le schéma que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire que pendant un moment, ça va. Et puis, le jour où ça craque pour une raison ou pour une autre... Ça va très vite. C'est terrible. Et on met... alors, c'est SG qui avait sorti ça. Ils disent qu'une boîte qui se fait attraper sur une problématique de controverse sous-performe pendant à peu près 2 ans. Si elle fait les choses comme il faut. Et si elle ne fait pas les choses comme il faut, on retarde encore. Si elle fait les choses comme il faut, ça veut dire virer le board et recommencer à zéro en passant les comptes à la paille de fer et en recommençant ailleurs. Donc le G, vraiment à éviter. Et puis alors, côté, moi je pense qu'il faut revenir sur la croissance. La croissance est plus rare, donc il faut revenir sur la croissance. Donc les belles techs de croissance rentables, les boîtes dans le cloud qui vont bénéficier de tout ce qui se passe en ce moment sur l'IA. Nasdaq a pris 4% la semaine dernière, dans une semaine un peu tumultueuse. Bon, après, sur 15 jours, je sais pas, mais je pense que c'est des boîtes qui peuvent vraiment faire de la croissance. Les thématiques longues, incontournables, moi je suis toujours dans mes trucs autour du solaire et de l'eau, ça marche plutôt bien. Donc, et c'est c'est des segments qui fonctionnent bien. Après, je pensais à des valeurs... une valeur comme Aptiv, j'évoquais ça récemment, c'est une valeur c'est des équipementiers automobiles qui sont vraiment dans des thématiques de demain, quoi. C'est zéro mort, zéro déchet et zéro émission. La mobilité du futur, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors est-ce qu'ils réussiront? J'en sais rien. Ils sont plutôt bien positionnés. Donc et c'est des boîtes qui font des 15-20% de croissance, qui améliorent leurs résultats, qui font du cash flow. Voilà, c'est après, rien n'est stable dans ce bas monde, mais c'est ce genre de choses qu'il faut essayer de trouver pour demain. C'est pas tellement des secteurs, en fait. Dans la lecture un peu globale macro, Véronique, on n'a pas ouvert le dossier chinois émergent, mais est-ce qu'il y a toujours l'idée quand même d'une forme de découplage ou d'une zone Chine en Asie qui pourrait jouer le rôle de stabilisateur par rapport à des chocs potentiels sur la croissance en Europe, aux États-Unis? C'est des questions difficiles. Oui. Non, c'est pas neutre. Et je pense qu'on aura quelques miettes. Voilà, c'est comme ça en fait. C'est comme ça qu'il faut y réfléchir. En tout cas pour l'instant, incontestablement. Et les miettes seront peut-être plus petites qu'encore que ce qu'on envisageait récemment. Donc c'est vraiment difficile d'escompter une espèce d'appel d'air. Le marché l'a joué. On voyait bien pourquoi le marché le jouerait. À la fin de l'année, ça paraissait évident. Il y a des choses, il se passe des choses en Chine, notamment sur le plan domestique. Rien qui nous disent, tiens, là, il y a une espèce de courroie qui pourrait tirer le reste du monde, ce qui pose d'énormes problèmes, notamment pour le monde émergent, qui est quand même dans une situation fondamentalement préoccupante. Après, alors pourquoi moi, je regarde la Chine d'un œil très suspect. D'abord parce qu'elle ne me semble pas en mesure de pouvoir jouer ce rôle de locomotive. Deuxièmement, parce qu'on a l'impression que l'économie chinoise, l'industrie chinoise est endormie depuis 3 ans de Covid. Et quand on regarde du côté européen l'extrême pénétration, l'accélération de la pénétration des produits chinois dans des secteurs clés, stratégiques. Oui, bien sûr. Bien d'équipement, équipement énergétique. Et bien évidemment, la guerre a accéléré la pression. L'automobile électrique, ils étaient à 500 000 véhicules vendus en Europe en 2021, alors que le marché était moribond. Il ne s'est rien passé sur le marché européen. Ils ont fait 500 000. On n'a pas les chiffres de 2022 encore, mais je préfère pas les avoir finalement. Ça va très vite. Et finalement, net, on se dit, mais alors, en dehors de la question des pays émergents, ça va être quoi la Chine en fait? Net, est-ce que c'est du positif ou du négatif qu'il faut redouter pour nos économies, nos systèmes, nos industries? Je ne sais pas. Alors, après, je pense que pour finir, je suis vraiment pas un fan des marchés émergents sur le plan investissement depuis très longtemps.
Mais je trouve que... alors, il y a plein de problèmes. Problèmes de dette, problèmes bancaires, parce que si nous, on a du mal à résoudre les problèmes bancaires, pour les pays émergents, c'est encore pire, parce que les banques centrales et le système. Et je pense que les risques sont bien valorisés. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont à la cave depuis longtemps, les marchés émergents. Oui. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? C'est pas là-bas qu'il y a un risque financier aujourd'hui. D'accord. On l'a déjà pris, quoi. Non, la question, c'est plutôt les fondamentaux de la croissance qui font frémir, quand même. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Véronique Riche-Flores, économiste indépendante et présidente de RF Research. Olivier Ringard, directeur des investissements de Neuflize OBC. Et Alain Pitous, senior advisor ESG. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème reste celui de la crise bancaire. 15 jours après les premiers développements dans le tissu des banques régionales américaines. En Europe également avec le cas Crédit Suisse qui nous a occupé ces derniers jours. Il est temps peut-être de tirer quelques premières leçons de cette crise bancaire 2023. Et c'est l'occasion d'accueillir avec nous en visioconférence Thierry Philippona, chef économiste de Finance Watch. Thierry Philippona, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Finance Watch est donc une ONG qui participe activement au débat public sur les questions bancaires, les questions financières. Et vous êtes vous-même un grand spécialiste des questions de régulation et de supervision au sens large. Je vais le résumer comme ça, Thierry Philippona. Vous avez occupé différents postes au sein de différentes instances et autorités nationales et internationales en lien avec ces questions de régulation et de supervision bancaire. 2023 s'annonce comme un grand moment de vérité pour 15 ans de régulation bancaire post-Lehman, un peu moins depuis la crise souveraine en Europe, mais qui a généré également beaucoup de régulation et de nouvelles règles de régulation et de supervision en Europe. La question étant de savoir, au regard des développements qu'on suit depuis 15 jours, Thierry Philippona, est-ce qu'on est au rendez-vous de ces 15 ans de régulation? Un peu, beaucoup, pas du tout? Bonsoir Grégoire, très heureux de partager ces quelques idées sur le sujet avec vous et comme vous le disiez, on en est à tirer les premières leçons, ça ne veut pas dire les leçons définitives. Un peu, beaucoup, pas du tout, j'ai envie de dire un peu. Pourquoi un peu? Parce que la réglementation qui a été mise en place est clairement un progrès par rapport à ce qui existait il y a une douzaine d'années. Pour faire simple, BAL 3, pour assurer la stabilité bancaire, est beaucoup plus exigeant que BAL 2, ce qui est une bonne chose, mais BAL 2, on partait d'un niveau qui était tellement ridiculement bas qu'on ne pouvait que faire mieux. Après ça, la question qu'il faut se poser quand même, c'est pourquoi une situation où on a deux banques, l'une de taille moyenne, l'autre de petite taille aux États-Unis, et une banque en Suisse qui est de taille plus importante, et même très importante pour la Suisse, mais à l'échelle internationale, pas non plus considérable. Pourquoi ces trois banques ensemble, qui représentent, mises ensemble, environ 0,5% des actifs bancaires mondiaux, peut provoquer ce qui a été le début d'une crise qui se calme depuis 24 heures, mais quand même, on a tremblé. Et pourquoi? Je pense que la question, c'est la question de la confiance. Comme on le sait, la banque, le système bancaire repose sur la confiance. Est-ce que j'ai confiance dans ma banque? Alors, le détail des situations est très très différent si on prend Silicon Valley Bank d'un côté, Crédit Suisse de l'autre. Ça n'a juste rien à voir. Mais le dénominateur commun, c'est que les clients, à un moment, et les clients ont perdu confiance et ont commencé à vouloir récupérer leur argent, leur dépôt. Et en fait, quand on y réfléchit, et c'est ça la question principale, c'est la question de savoir ce qu'il faut pour que le marché et le système et la société aient confiance dans ces banques. Et là, en fait, il n'y a pas, de mon point de vue, trois solutions. Il y en a deux. Soit on met en place des règles strictes, voire très strictes, et on les applique, et ça c'est vraiment important d'ajouter, et on les applique, soit on dit il y a la puissance publique qui est derrière et qui interviendra en cas de besoin pour arrêter l'hémorragie. Les règles, c'est BAL 3. Le problème, côté États-Unis, c'est que BAL 3
il ne s'applique pas aux banques de taille petite et moyenne. Et puis que les États-Unis ont en plus passé une loi en 2018 qui a relevé fondamentalement le ratio prudentiel de 50 à 250 milliards de dollars, ce qui a fait passer des banques comme Signature ou même SVB sous la barre, et donc avec, on va dire, un niveau d'exigence prudentielle et de supervision très relâché. On voit le résultat. En Europe, si je raisonne Union européenne, Bâle III n'est pas appliqué aujourd'hui, ou plus exactement, il est appliqué de façon tout à fait partielle. C'est pas moi qui le dis, ce sont les plus grands superviseurs de l'Union européenne, Andrea Enria, qui est le patron du mécanisme de supervision unique et le président du conseil de surveillance de la BCE, Luis de Guindos, qui est vice-président de la BCE, et José Manuel Campa, qui est le président de l'autorité bancaire européenne. En novembre dernier, ils écrivent aux co-législateurs européens, que sont le Conseil et le Parlement, et ces trois régulateurs bancaires, encore une fois les plus hauts régulateurs bancaires qu'on ait en Europe, disent à nos législateurs européens, attention, on est en train de dévier très substantiellement des accords de Bâle III, et ça c'est mauvais. C'est très mauvais. Ils vont jusqu'à dire qu'ils n'excluent pas la possibilité pour le comité de Bâle de déclarer l'Union européenne non conforme aux accords de Bâle, ce qui est quand même très fort, hein, pour que ces gens-là prennent la peine d'écrire aux co-législateurs pour dire ça, on a quelque chose de très fort. Donc en Europe, on a beaucoup de trous dans la raquette, et la réglementation est beaucoup moins exigeante qu'il n'y paraît. Une fois qu'on met tout ça ensemble, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les petites banques américaines et les banques de taille moyenne ont connu une tempête et connaissent toujours une tempête énorme. Ouais. Nous sommes dans une émission qui s'intéresse à la bourse et aux évolutions de la bourse. Quand on voit l'évolution des cours de bourse des petites et moyennes valeurs bancaires américaines depuis 10 jours, leur cours de bourse varie au gré des engagements d'intervention de la Réserve fédérale, et notamment de Janet Yellen, sur le fait qu'elle sera là pour garantir les dépôts, le cas échéant sans limite, des banques petites et moyennes. Tout à fait frappant aujourd'hui. Janet Yellen fait un discours ce matin dans ce sens, et l'action First Republic reprend 40%. Donc on voit très bien la corrélation dans un contexte où la confiance n'est pas donnée par la règle qui serait Bâle III. En l'occurrence, ça ne s'applique pas à ces banques-là, donc par définition, ça ne peut pas s'appliquer. La seule alternative, c'est la puissance publique qui dit « vous inquiétez pas, je suis là et je jouerai mon rôle de pompier et j'interviendrai ». Quand on regarde ce qui s'est passé en Europe, les grandes banques ont souffert, elles ont maintenant, et c'est une excellente chose, stabilisé leur cours, mais elles sont toujours plus bas qu'au début de cette crise. Les grandes banques américaines sont peu ou prou au même niveau qu'elles étaient où elles étaient il y a une semaine. Et je pense, ceci n'engage que moi, que la différence, c'est que pour les grandes banques, j'ai bien dit pour les grandes banques, les Américains appliquent les accords de Bâle III de façon plus rigoureuse que les Européens. Et on voit la conséquence. Après ça, en Europe, il y a aussi des autorités qui sont prêtes à intervenir de façon massive en cas de problème. Et nos régulateurs et nos banquiers centraux l'ont dit très clairement depuis quelques jours. Et ils ne peuvent dire que ça. Ils ont dit, les règles sont là. Bon, là, on peut mettre des nuances, je viens de les mettre. Et puis, de toute façon, on interviendra s'il y a un problème. Donc, ça a stabilisé l'ensemble. Mais voilà, on est pris entre ces deux modes d'intervention. Ce qui est intéressant, Thierry Philippona, c'est qu'au moment peut-être où le législateur européen relâchait un peu sa vigilance et s'endormait peut-être trop facilement sur ce qui avait été déjà acquis en matière de régulation bancaire, la situation des derniers jours va agir, j'imagine, comme un wake-up call. Un révélateur, avec l'idée qu'il faudra aller jusqu'au bout de l'application des normes de Bâle III. Le full Bâle III va devoir être imposé. Écoutez, vous posez juste une excellente question. Et quand on voit l'accord qui a été conclu et voté par la commission Econ du Parlement européen le 24 janvier dernier, on est très loin de Bâle III. On est très loin de Bâle III. Maintenant, cet accord, il est en discussion dite de trilogue entre la Commission, le Parlement et le Conseil et le Parlement étant les deux co-législateurs.
on va voir si au cours de cette phase de trilogue, eh bien, on revient fondamentalement à l'application de Bâle 3, sans aller au-delà, c'est pas la question, du fait des circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais il est absolument certain que si le marché nous a dit quelque chose depuis 10 jours, c'est qu'il veut voir l'une des deux solutions suivantes, le cas échéant une combinaison des deux, pour stabiliser le système bancaire, c'est soit une application stricte des règles, soit un soutien public. Ouais. L'autre problème qu'on a en Europe, c'est que, et c'est la même chose aux États-Unis, c'est que fondamentalement, l'argent public vient soutenir les défauts même des banques petites. Depuis 2016, on a eu 4 banques italiennes et une banque allemande qui ont fait défaut. Notamment Monte dei Paschi en Italie, mais il n'y a pas que, il y a aussi les banques vénitiennes et puis Carige, il y a eu Nord-LB en Allemagne, et dans tous ces cas-là, la décision a été prise d'apporter de l'argent public. Même la Suisse n'y arrive pas, Thierry Philippona. Même la Suisse n'y arrive pas, parce que au-delà des règles prudentielles, au-delà de la question de la supervision bancaire, il y a aussi la méthode de résolution bancaire. Et ce modèle-là a été réfléchi, élaboré également dans le sillage de la grande crise financière et de la crise souveraine en Europe, avec l'idée qu'il fallait que des banques préparent leur testament et que la résolution bancaire, en cas de faillite ou de chute d'une banque, puisse être, comment dire, la plus automatique possible. Même en Suisse, on l'a vu encore ce week-end, ça n'est pas possible. Vous avez raison, vous avez raison. Ce qu'ont fait les Suisses, c'est un mix de résolution. Il y a certains actes de résolution bancaire, de revente à une autre entité privée qui crée d'ailleurs une banque encore plus systémique. Donc en gros, on repousse le problème, c'est un peu une fuite en avant. Et puis d'intervention avec de l'argent public. Il y a des garanties publiques qui ont été données. Donc c'est un peu une cote mal taillée pour stabiliser le système. Mais là, il faut vraiment qu'on réfléchisse à la question suivante, qui est de savoir si on peut mettre en place des règles qui sont suffisamment fortes pour éviter cette situation. Parce que si ce n'est pas le cas, on a complètement changé de système économique. Parce que le système économique dans lequel on est, c'est un système d'aléa moral, qui est bien connu, qui veut dire que les profits vont aller dans les poches privées, mais que c'est la puissance publique qui va se prendre les pertes, si pertes il y a. Et ça, au-delà de tout jugement, on va dire d'ordre moral, ça pose des vraies questions à la fois politiques. Est-ce qu'une société peut fonctionner comme celle-là? Économique, est-ce qu'on a réfléchi à ce modèle qui n'est plus du capitalisme, qui n'est pas non plus du collectivisme, qui est quelque chose hybride entre les deux? On n'a pas réfléchi à ce que voulait dire ce mode économique. Et puis qui, d'un strict point de vue financier, veut dire que le capital est alloué aux bons acteurs, aux bonnes banques en l'occurrence, et aux moins bonnes, fondamentalement au même coût. Puisque s'il y a le filet de sécurité public qui est derrière, on peut financer au même coût. Et typiquement, ce que sont en train de faire les Américains en étendant ou en parlant d'étendre la garantie des dépôts de façon beaucoup plus importante, voire illimitée, ça veut fondamentalement dire que toutes les banques sont devenues too big to fail. Alors je ne sais pas si elles sont big, mais elles sont en tout cas pas. Il n'est plus possible qu'elles fassent faillite. Ce qui est un changement de système économique. Et ça, il faut vraiment qu'on réfléchisse à ces questions qui sont très très loin d'être triviales. Je vous propose que cet entretien, Thierry Philippona, soit peut-être le premier d'une discussion à suivre avec vous sur ces questions et ces enjeux en matière de supervision et de régulation bancaire, parce que l'année 2023 s'annonce peut-être riche de ce point de vue-là, Thierry Philippona. Avec grand plaisir, et le débat est vaste, donc on est loin d'avoir tout couvert, mais c'est normal, ça fait partie de l'exercice. Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. Effectivement, le temps est notre ennemi, comme je le dis souvent dans cette émission, mais c'est pas grave, ça n'est que partie remise pour poursuivre avec vous cette discussion. Thierry Philippona, qui était avec nous à distance en visioconférence, chef économiste de Finance Watch, invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette édition. Nous nous retrouvons demain à 12h30 en direct sur Bismart.